Alors, la première petite vidéo de cette Good Connection sera consacrée, cela ne vous surprendra pas, à comprendre les motifs de la crise énergétique grave dans laquelle se trouve aujourd'hui plongée l'Europe. Quels en sont les motifs principaux? Évitons peut-être de se perdre dans la confusion des motifs accessoires et des motifs principaux, essayons d'aller à l'essentiel. Comment expliquer que les tarifs de l'électricité aujourd'hui en Europe aient été multipliés par 10, 20, 30 par rapport à ce qu'ils étaient il y a encore un an? Le motif principal de cette évolution funeste, il réside moins dans un système que dans un pays. Ce pays, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a décidé d'embrasser une vision écologiste au sens de l'idéologie politique, non pas au sens de la science, de l'écologie, mais de l'idéologie politique écologiste, de l'énergie. Elle a baptisé sa politique énergétique du nom de Energiewende, qui est une politique qui se veut orientée et axée vers l'écologisme. Alors, cette politique a consisté à développer massivement en Allemagne les énergies renouvelables, à fermer progressivement les centrales nucléaires allemandes, qui produisaient beaucoup d'électricité, et à miser sur le gaz russe. Parce que dans la Weltanschauung, pour prendre un terme allemand en l'occurrence, ça se justifie écologiste, les énergies renouvelables, le vent, le soleil, sont évidemment intermittentes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter sur ces énergies pour produire de l'énergie en permanence, sur ces sources pour produire de l'énergie en permanence. Donc, on a besoin d'autres sources d'énergie qui, elles, sont pérennes. Alors, on a le nucléaire, on a le gaz, on a le charbon. Les écologistes haïssent le nucléaire pour des raisons historiques. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les partis écologistes, aussi bien en Allemagne qu'en Belgique, par exemple, ont été fondés par des gens, avant la théorie du réchauffement climatique, par des gens qui détestaient l'énergie nucléaire et dont la raison d'être en politique, de leur entrée en politique, était d'obtenir la destruction du nucléaire. Eh bien, c'est effectivement ce que les écologistes allemands, Die Grünen, ont obtenu en Allemagne. Alors, précision de méthode, il ne s'agit pas de dire que le parti Die Grünen porte la responsabilité de tout ce qui se passe aujourd'hui. Bien évidemment, ce n'est pas le cas. Il y a des écologistes dans tous les partis et les décisions structurantes de ces politiques ultra-écologistes en Allemagne ont été prises par un chancelier, nous dirions socialiste, social-démocrate, Gerhard Schröder, SPD, et par une chancelière issue du centre-droit censément allemand, la CDU, Madame Merkel. Donc, il s'agit d'incriminer ici une idéologie, l'idéologie écologiste, et absolument pas un parti en particulier, même s'il est évident que ce parti, en Allemagne comme dans un pays comme la Belgique, porte les revendications écologistes les plus radicales depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc, les écologistes allemands de tous les partis ont obtenu le développement massif des énergies renouvelables, mais intermittentes, et qui à certains moments, quand par exemple il y a peu de vent, produisent réellement très très peu d'énergie électrique, a fortiori dans les autres compartiments de l'énergie. Il y a eu donc autres dossiers dans lesquels les écologistes de tous les partis en Allemagne ont obtenu gain de cause, la destruction progressive de la capacité nucléaire civile allemande. Et enfin, et c'est un élément très important aujourd'hui pour comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons, les écologistes allemands, et là c'est en particulier le cas du parti Die Grünen, ont obtenu l'interdiction de construire en Allemagne des terminaux gazieux qui auraient permis d'importer du gaz des États-Unis. Ils ne voulaient pas du gaz américain parce qu'il s'agit de gaz de schiste. On n'a pas vraiment compris à l'époque pourquoi le gaz russe, qui est une énergie purement fossile, était préférable au gaz américain, pourtant produit dans de meilleures conditions sur le plan environnemental. C'est une chose qu'on n'a pas comprise. Il faut savoir que la Fédération de Russie avance ses pions sur l'échiquier politique allemand depuis de longues années. Et par exemple, il y a eu récemment dans la presse allemande, ce sont des faits avérés, deux fondations qui ont été créées, fondations donc environnementales, écologistes, revendiquées, et qui ont été massivement financées par le gouvernement directement de la Fédération de Russie via sa compagnie Gazprom. Dans le premier cas, 10 millions de la fondation de la
création de la fondation en question en 2011, dans l'autre cas, près de 200 millions pour l'année 2021. Donc, les écologistes allemands de tous les partis, mais principalement évidemment du parti Die Grünen, ont obtenu le développement massif des énergies renouvelables, intermittentes, donc qui malheureusement ne permettent pas de répondre aux demandes ni des ménages ni de l'industrie, la destruction de la capacité nucléaire civile, l'interdiction de la construction d'infrastructures qui auraient permis d'accueillir le gaz américain. Enfin, parce qu'il y a un quatrième facteur, et qui est également une grande revendication historique des écologistes en Europe, particulièrement en Allemagne, encore une fois, il y a l'interdiction de produire du gaz de schiste en Europe. Les écologistes ont considéré que cette méthode de production n'était pas conforme à la vision qu'ils se font de la réalité, en utilisant des arguments dont la production de ce même gaz de schiste aux États-Unis montre qu'ils ne sont pas fondés en fait, et donc ils ont obtenu gain de cause au niveau européen, principalement poussé par les Allemands, c'est-à-dire d'interdire le développement du gaz de schiste en Europe. Alors le résultat de tout ceci, c'est facile à comprendre. D'abord, il faut regarder que sur ces 4 dossiers, les intérêts des organisations écologistes, parce qu'il y a les partis politiques écologistes ou d'inspiration écologiste, mais également les grandes organisations, Greenpeace, le WWF, Bund, NABU en Allemagne, les intérêts et revendications de ces organisations et les intérêts de la Fédération de Russie, du régime autocratique qui mène aujourd'hui cette guerre horrible en Ukraine, étaient identiques, ont été pendant toutes ces années identiques. Je vous demande tout de même de bien réfléchir à cette dimension d'amis objectifs, je dirais, pendant toutes ces années, entre la Fédération de Russie et ce régime autocratique, et les grandes organisations environnementalistes en Europe, et en particulier en Allemagne. Il y a aujourd'hui des enquêtes qui sont ouvertes. Il y a notamment une commission parlementaire qui va débuter ses travaux dans le land de Poméranie. Nous verrons effectivement quelles sont ses conclusions. Mais donc le résultat de tout ceci, il est facile à comprendre, il est mécanique, pourrait-on dire. C'est que l'Allemagne a misé de manière presque exclusive, pourrait-on dire, déterminante en tout cas, sur le gaz de la Russie. L'Allemagne, pour la production de son électricité, pour l'approvisionnement en chauffage de ses familles, 80 millions d'habitants, l'Allemagne pour son industrie, ça reste une des plus grandes industries du monde, dépend de manière déterminante, massive, du gaz russe. Voilà la cause principale de l'explosion des prix du gaz et de l'électricité qui lui sont liés partout en Europe, dès lors qu'effectivement la Russie a décidé de restreindre ses exportations de gaz à l'égard de l'Europe et ensuite de les interrompre purement et simplement. Alors, me direz-vous, au départ, ce qui se passe en Allemagne n'est pas censé nous concerner, mais les prix sont fixés aussi bien du gaz que de l'électricité au niveau européen, et étant donné le poids massif, je dirais, de l'économie allemande dans l'économie européenne, il est évident que ce qui se passe en Allemagne influence et détermine en fait dans une large mesure ce qui se passe dans tous les pays européens, à la fois pour les tarifs de l'électricité et pour les tarifs du gaz. Par ailleurs, il y a ce qu'on appelle le couplage, c'est-à-dire le fait que dans le système de fixation du prix de l'électricité en Europe, on regarde le prix le plus élevé de la dernière centrale mise en activité à chaque instant pour produire de l'électricité. C'est-à-dire que dans ce système, vous payez non pas le prix moyen de la production de l'électricité à un moment déterminé, mais le prix le plus élevé. C'est un système qui remonte à il y a quelques années et qui répond à un certain nombre de motifs dans le détail desquels je propose de ne pas rentrer ici. Parce que ça ne concerne que de manière médiate notre sujet. Ce n'est pas la cause déterminante. La cause déterminante, c'est ce que je viens d'essayer de vous expliquer. Alors, pour ne pas faire trop long, la question maintenant, c'est de savoir ce qu'on peut faire. Alors, il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises au niveau européen. Je n'en aperçois pas, mais je ne prétends évidemment pas tout savoir sur ce sujet qui est particulièrement dense et complexe et épineux. Je n'en aperçois pas de déterminantes, de radicales qui permettraient d'apporter des solutions et de revenir à des prix comparables à ceux que nous connaissions encore il y a un an, aussi bien pour l'électricité que pour le gaz. Je n'en aperçois pas. On peut imaginer, en revanche, que nos gouvernements nationaux prennent leurs responsabilités, ce qui n'apportera encore une fois que des solutions partielles, mais ce sont des solutions. Par exemple, il faut savoir que
le montant de la facture électrique, aussi bien en Allemagne comme en Belgique, se monte, ce sont des estimations parce que ce sont des calculs qui sont pas à 50%, ce sont des taxes. L'actuel ministre fédéral belge, Clarinval, avait publié un ouvrage qui s'appelle Le fiasco énergétique. Je vous invite à le retrouver sur Amazon, dans lequel tout ça est parfaitement expliqué. La facture d'électricité, comme l'expliquait David Clarinval et son co-auteur, je crois, Corentin Desailles, la facture d'électricité est une feuille d'impôt, est une deuxième feuille d'impôt. 50% du montant consiste en taxes des pouvoirs publics belges, donc en Belgique, allemands en Allemagne. Donc il y a évidemment un certain nombre, je dirais, de leviers nationaux qui peuvent être mis en œuvre. Enfin, dernière remarque, et on en parle peu, je n'en trouve d'ailleurs en fait aucune trace dans la presse, c'est un pronostic pour l'avenir. Le mouvement écologiste allemand, européen, a placé l'Allemagne dans la situation que je viens de tenter, parce que c'est complexe encore une fois, de vous décrire. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas à court terme construire des solutions. Construire des terminaux, par exemple, gaziers, qui permettraient d'accueillir le gaz américain, prendra, selon les estimations, au minimum 18 mois. On ne peut pas demander à l'Allemagne d'arrêter de fonctionner pendant 18 mois. Parce que ça, c'est la faillite de l'Allemagne, c'est le désordre, c'est la violence, c'est la fin de la démocratie allemande. Je crois que j'évite toujours les pronostics apocalyptiques. Mais un pays comme l'Allemagne ne peut pas arrêter de fonctionner pendant 18 mois. Ce n'est pas un pronostic apocalyptique. Je crois que c'est simplement un constat factuel. Et donc, ma crainte, ce que je pense pouvoir déceler dans l'évolution politique de l'Allemagne, c'est qu'elle sera d'une certaine façon amenée à transiger avec le régime autocratique de M. Poutine. À transiger pour obtenir la reprise au moins partielle des exportations de gaz vers l'Allemagne, vers l'Europe. C'est un pronostic. Ce n'est évidemment pas ce que je préconise. Je ne vais pas préconiser quoi que ce soit par rapport à ça. Je ne suis pas non plus à dire à tous les intervenants ce qu'ils doivent faire. J'essaie de comprendre les choses en profondeur. Je ne dicte pas quoi que ce soit. Je n'ai pas cette hubris dans mon esprit. Ça me paraît une évolution. C'est-à-dire qu'on doit envisager les différents scénarios possibles. L'Allemagne ne peut pas aujourd'hui substituer au gaz russe d'autres gaz dans un délai aussi bref. Ce n'est pas physiquement concevable. Donc l'évolution que je viens de dire ici, mais qui aurait des conséquences géopolitiques absolument telluriques, on peut dire, considérables, ça consisterait concrètement pour le régime allemand à se rapprocher, même en utilisant tous les mots et les ménagements d'usage, etc., à se rapprocher au moins partiellement du régime autocratique de M. Poutine, alors que l'Allemagne est censément membre de l'OTAN. Nous nous trouvons effectivement dans cette situation. Alors, pour terminer, et vive l'échange, et vive la contradiction, bien comprendre et bien distinguer entre les causes accessoires et les causes principales. La cause principale, c'est un pays, l'Allemagne. Et les causes principales dans ce pays, l'Allemagne, ce sont les politiques écologistes, disons, pour rester modéré sur la forme délureux, qui sont menées depuis 15 ans et qui ont consisté à miser massivement sur des énergies qui sont encore intermittentes à l'heure actuelle et qui produisent souvent peu d'énergie, détruire la capacité nucléaire allemande, on va y revenir, on reviendra là-dessus dans des pays comme la Belgique, etc. Il est évident qu'on va maintenant, on va apprendre de nos erreurs, et c'est un peu dommage qu'il faille les difficultés majeures dans lesquelles nous sommes pour évoluer. L'interdiction de construire des terminaux aptes à recevoir le gaz américain à la place du gaz russe. Les Américains, c'est quand même des alliés. Et on ne peut pas dire que tout ça, c'est la faute des Américains, parce que les Américains, en 2017, l'administration présidentielle a mis en garde l'Europe, a dit aux Européens, vous misez tout sur la Russie. Cela va se retourner contre vous. Vous serez finalement les pantins du régime russe. C'est ce que les Américains nous ont mis en garde, donc ce n'est pas la faute des Américains. Et enfin, quatrième point, l'interdiction de l'exploitation du gaz de schiste. Nous sommes finalement maintenant dans la situation, en raison de ces politiques écologistes délureux, mais encore une fois qui dépassent les partis écologistes. Il y a des écologistes dans tous les partis, et il y a également des mouvements de multinationales de l'écologisme, aujourd'hui, militants radicaux, qui sont extrêmement puissants et extrêmement influents. Nous ont mis dans cette situation
donc cet ensemble de galaxies d'intérêts et d'idéologies écologistes, dans ces situations où l'on regarde de manière presque désespérée à pouvoir se procurer du gaz partout dans le monde parce que nous nous sommes interdits à nous-mêmes de produire du gaz. Et enfin, pour terminer par peut-être l'ironie ultime de cette très malheureuse affaire, parce qu'on ne peut pas en parler de façon sarcastique ou purement ironique, parce que nous allons avoir cet hiver des millions de familles européennes qui vont souffrir, et qui vont souffrir dans leur chair. Parce que quand on doit choisir entre manger et se chauffer, on souffre dans sa chair, qui vont souffrir dans leur chair et dans la chair de leurs enfants. Parce que, vous savez, l'énergie, comme le dit le professeur Samuel Furfari, c'est la vie. Qui va souffrir d'abord quand il n'y a pas d'énergie, qu'il y en a trop peu? Mais ce sont les plus faibles, ce sont les plus fragiles. Qui souffre quand il y a moins 10 pendant l'hiver et qu'il n'y a pas de chauffage? D'abord, tout le monde souffre. Mais qui souffre d'abord? Les personnes âgées et les enfants. Ça, c'est les conséquences de ces politiques. Parce que du gaz, il y en a. Il y en a dans le sol européen et il y en a en fait partout dans le monde. Mais en raison d'erreurs politiques, il faut bien voir, c'est ce qu'on pourrait appeler l'horreur politique. En raison d'erreurs politiques, de choix politiques délibérés et funestes, nous sommes dans cette situation où nous allons quémander du gaz partout dans le monde, y compris, c'est mon pronostic, bientôt auprès d'un régime autocratique. Parce que nous nous sommes interdits à nous-mêmes de produire de l'énergie et effectivement notamment du gaz. Et en Allemagne, c'était mon point sur l'ironie finale, on est en train de remettre en service et massivement, et avec la bénédiction de Greenpeace, je vous demande quand même de réfléchir à la puissance de l'idéologie, des centrales au charbon. Le charbon, et en particulier le lignite, qui est le charbon le plus polluant, c'est le mode de production de l'énergie qui est à la fois le plus polluant et le plus massivement émetteur de CO2. Tout cela pour complaire au tropisme, à la haine du nucléaire, de la famille, on pourrait dire, écologiste européenne. Je vous remercie pour votre attention. J'accueillerai avec plaisir vos remarques, vos questions, vos contradictions. Bon après-midi et à bientôt.